bonsoir. Prenez vos précautions demain si vous êtes parisien. Les infirmières, les assistantes sociales et les artistes vont manifester dans la capitale. Renseignez-vous si vous avez l'intention de prendre la route. Les transporteurs routiers sont grognons en ce moment. Restez sur vos gardes si vous êtes préfet. Les agriculteurs pourraient vous réveiller une nouvelle fois très tôt. Vous l'avez compris, ça tangue pour le gouvernement. Notre invité Philippe Marchand, bonsoir. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur nous dira si ces turbulences sont seulement passagères. Mais regardons d'abord ce qui s'est passé du côté des campagnes avec Agnès Molinier. Pas de fausse note. Comme ici à Rouen ce matin, les agriculteurs ont dans de nombreux départements réveillé leur préfet aux aurores. Ils appliquent ainsi à la lettre les consignes de leur syndicat, la FNSEA et le CNJA, qui appelaient hier à un renforcement de la pression. Pour eux, il est impensable que 10 jours après leur grande manif, rien ne vienne. On est carrément déçus et puis on s'aperçoit qu'il va falloir passer sans doute à des actions violentes. Et là, conscient de l'opinion publique qui risque de ne pas comprendre, on le regrette, mais on risque d'être obligé de passer par là parce que c'est une question de survie. Ce qui met le feu aux poudres aujourd'hui, c'est d'abord la peur que l'importation de viande de l'Est continue, faute de contrôle. Mais surtout, l'absence de mesures immédiates, en matière notamment de fiscalité et de charges sociales. Avec les indemnités sécheresse qui n'arrivent pas, le ton a changé. Bon, aujourd'hui, c'est une petite mise en train que si on n'avait rien dans les jours à venir, on redescendrait dans la rue. Et là, ce ne sera pas un petit comité d'accueil comme ça, on serait beaucoup plus nombreux. Plus un seul ministre ne se promènera en région Auvergne et Massif Central tant qu'il n'aura pas une mesure concrète à annoncer. Une pression calculée, puisqu'elle intervient au moment où Louis Mermaz doit annoncer des mesures, sûrement l'exonération de l'impôt sur le foncier non bâti, la baisse des cotisations sociales et la hausse de la prime à la vache allaitante. Ces mesures iraient dans le sens de ce que veulent les éleveurs, reste à savoir si elles vont les calmer vraiment. Philippe Marchand, il y a un lien de parenté avec Dominique Marchand, l'un des responsables? Non, il y a beaucoup de marchands, vous savez. Il y en a qui sont ministres de l'Intérieur, d'autres qui sont agriculteurs. En tout cas, celui-là annonce des actions violentes pour le déplacement de Mme Cresson. Comment le ministre de l'Intérieur réagit-il à ces avertissements? Bien, le ministre de l'Intérieur se félicite de l'attitude des agriculteurs le 29 septembre dernier à Paris. Mais en même temps, le ministre de l'Intérieur comprend l'impatience des agriculteurs. Ils doivent savoir que des mesures vont être annoncées. Ils le savent, vous l'avez dit d'ailleurs. Mais je ne peux tolérer que des citoyens français, qu'ils soient agriculteurs ou non agriculteurs, commettent des infractions. Et par conséquent, si des agriculteurs commettent des infractions, eh bien ces infractions devront être sanctionnées. Est-ce que les ministres vont se déplacer? Est-ce que vous allez vous déplacer malgré les avertissements? Écoutez, j'ai l'habitude de me rendre dans mon département assez régulièrement. J'y rencontre les agriculteurs. Nous avons un dialogue, qui je crois un dialogue très ouvert. Je n'ai jamais, en ce qui me concerne, eu de problème et j'espère bien continuer ainsi. Ce climat social est alourdi par la polémique qui s'accroît sur l'immigration et qui va alimenter le débat politique aux prochaines élections. Le gouvernement tente de l'atténuer en proposant une série de mesures contre le travail clandestin, mais l'opposition les trouve encore trop timorées. En fait, c'est un échange sans surprise qui s'est déroulé cet après-midi à l'Assemblée nationale, sans surprise et sans passion, même si Edith Cresson a voulu ouvrir elle-même le débat pour en montrer l'enjeu. Jérôme Catala et Édouard de Pazis. 1945. Un hémicycle peu fréquenté pour débattre du projet de loi contre le travail clandestin et les étrangers en situation irrégulière. En fait, chaque groupe a délégué ses spécialistes pour donner la réplique au Premier ministre. Edith Cresson, qui est montée une nouvelle fois au créneau cet après-midi afin de défendre la politique de son gouvernement en matière d'immigration. La lutte contre le travail clandestin ne s'inscrit pas seulement dans la volonté d'intégration et dans le respect de l'état de droit. Elle correspond aussi à une certaine conception de notre économie, où morale et efficacité se conjuguent pour refuser les fausses facilités de l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-payée. Ce que l'opposition reproche le plus à ce projet de loi, c'est l'assouplissement du régime de la double peine, c'est-à-dire le fait pour un délinquant étranger d'être passible d'une condamnation et d'une peine d'interdiction du territoire. Nous considérons que ce n'est pas le moment d'affaiblir la lutte contre la délinquance, surtout contre les trafiquants de drogue, par exemple, dans les banlieues. Et puis que ce n'est pas le moment non plus de donner en quelque sorte un signal favorable à l'immigration clandestine. Et bien sûr, la représentante du Front National ne pouvait rester muette au cours d'un débat sur l'immigration.
Nous avons connu il y a quelque temps la méthode Rocard, qui était de ne rien faire. Eh bien voilà aujourd'hui la méthode Cresson, qui consiste à, au moins en matière d'immigration, faire croire que l'on fait, alors que l'on ne fait rien. Ce soir, le débat continue, mais le vote n'interviendra que mardi prochain. Et d'ici là, les députés centristes, aujourd'hui solidaires de l'opposition, pourraient bien changer d'avis. Encore faut-il pouvoir appliquer les mesures proposées par le gouvernement ou par l'opposition, c'est toute la difficulté. On le voit par exemple dans la région de Nice, qui détient le record du travail clandestin. Des opérations coup de poing ont bien été menées, les travailleurs clandestins ont été reconduits à la frontière immédiatement, mais malgré ces actions répressives, les clandestins continuent à affluer et le problème subsiste. Reportage de la 3 à Nice, Jean-Bernard Vitiello. Avec plus de 700 délits relevés depuis le début de l'année pour travail clandestin ou emploi d'étrangers sans titre de séjour, avec 1300 personnes jugées en urgence et reconduites aux frontières, les Alpes-Maritimes et le Var arrivent largement en tête des départements français classés pour les infractions à la législation du travail. Leader sur le marché de la fraude, le bâtiment et les travaux publics, avec en prime la course aux faux papiers. Une fois arrêtés, les clandestins avouent d'ailleurs être passés par une filière spécialisée dans les fausses cartes d'identité. Ça se négocie à combien à peu près 3 000 francs à peu près. Une fausse carte d'identité, ça coûte 3 000 francs, ouais. 2005, 3 000. 3 500, 3 000, ouais, à peu près, ouais. C'est le tarif, quoi. Ça dépend de la filière. Des moyens du pays, ouais. Ouais. Une fois les clandestins expulsés, ce sont les employeurs qui sont poursuivis judiciairement. Mais les tribunaux correctionnels sont saturés. Il y a un an, jour pour jour, plus d'une dizaine d'ouvriers sans titre de séjour étaient interpellés sur un grand chantier niçois. 12 mois après, les entreprises de travail temporaire qui les employaient n'ont toujours pas été jugées. En attendant l'audience, elles expliquent pour leur défense être incapables de discerner les vrais des faux papiers. Alors, Monsieur le Ministre, on voit bien à travers ce reportage, il y a comme un décalage entre les intentions et l'application. Écoutez, il y a beaucoup à faire, mais je vais vous donner simplement la situation à Paris. Depuis le début de l'année, 618 opérations, premier semestre 1991, beaucoup plus que les années précédentes. 139 employeurs ont été renvoyés devant les tribunaux. En ce qui concerne les expulsions qui se font dans le respect du droit, il y a actuellement près d'une expulsion par heure, 22 expulsions par jour. Ce sont des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait précédemment. Alors Jacques Barrot, le président de l'UDC à l'Assemblée, vous demande de publier mois par mois le bilan de votre action. Est-ce que vous êtes prêt à exaucer ce vœu? Mais écoutez, vous me l'apprenez, car j'étais au Sénat ce soir. Je pense effectivement qu'il serait bon de publier régulièrement le bilan. Je viens de le faire d'une certaine façon, là. Et est-ce que ça doit être mois par mois? Est-ce que ça doit être tous les 2 mois? Peu importe. Mais sur le principe, je crois que le gouvernement, effectivement, doit rendre compte de son action. Et le ministre de l'Intérieur, qui est chargé, car c'est son rôle, d'assurer les expulsions, après bien sûr le contrôle des juges, doit rendre compte. Alors vous avez un ton plutôt répressif, mais vous avez entendu ce que l'opposition vous reproche, notamment Jacques Toubon. Ce ton répressif masque en fait une certaine faiblesse et il fait allusion à la double peine que vous voulez alléger. Écoutez, ce serait plutôt au garde des Sceaux de répondre. La double peine, il fallait, je crois, l'alléger effectivement, car c'était une peine absolument inadmissible. Ceci dit, en ce qui me concerne, les procédures d'expulsion lorsqu'elles sont nécessaires, eh bien je le fais. Je le fais pas toujours de gaieté de cœur, mais je le fais. Pas toujours de gaieté de cœur, car parfois mes décisions sont attaquées. Les relations difficiles entre la société civile et la société politique sont dues aussi en grande partie au financement douteux et controversé des partis. Pour mettre fin définitivement aux soupçons, le gouvernement a proposé et adopté aujourd'hui un projet de loi sur le statut de l'élu qui fixe une fois pour toutes le montant de leurs indemnités. Des indemnités qui varient du simple au double en fonction des régions et c'est cette différence que le gouvernement veut atténuer, cette différence ou ces abus, transparence, c'est donc le maître mot de ce projet de loi présenté ce matin. Charles Sanviti. Frais de mission, voyage d'études plus logement de fonction, désormais, la chasse aux élus rentiers est ouverte. Pour en arriver là, 10 ans de réflexion plus de rapports et aujourd'hui apparemment patience récompensée, au gouvernement, on veut codifier la vie publique. Objectif du texte marchand, imposer à tous les élus un statut commun, surtout en matière d'indemnité. Si l'Assemblée le vote, fini les disparités locales.
Aujourd'hui, conseil régional, conseil général, chaque assemblée vote ses indemnités à sa guise. Décentralisation oblige. Demain, changement de décor, coup de frein aux écarts pour tous. Salaire égalisé, que la collectivité soit riche ou pauvre. Idem pour le cumul des mandats, terminer les rentes de situation, salaire plafonné, aucun élu local au-dessus de 42 300 francs par mois. Autre innovation et de taille, désormais les indemnités seront assujetties à l'impôt. Bref, plus de justice distributive, les petits mieux servis que les nantis. C'est en somme la philosophie du texte. On a peine à le croire. Fini vraiment les voyages d'études? Le voyage d'études, c'est accessoire, c'est anecdotique, mais il est prévu dans ce texte que lorsqu'une assemblée voudra organiser un voyage, il faudra une délibération publique, donc sous le contrôle notamment de la presse, et il faudra motiver cette délibération pour un intérêt local. Ce n'est pas le plus important du texte. Ce qui est le plus important, c'est ce qui a été dit dans cet excellent reportage. Tout à l'heure, je vous entendais, madame, dire que les indemnités des conseillers des régions, c'était du simple au double. Ce n'est pas du simple au double. C'est de 1 à 10 la différence. Entre certains départements, c'est de 1 à 7. Ce n'est plus possible. Il faut donc une transparence, et c'est pourquoi nous proposons ce qu'on appelle des strates, c'est-à-dire des catégories de départements eu égard à l'importance de la population, 4 catégories de départements, et 5 catégories de départements, 4 catégories de régions. Alors c'est vous qui avez mis au point ce projet. Pourquoi avoir attendu 9 ans? D'abord, en ce qui me concerne... Non, pas vous personnellement, le gouvernement. En réalité, le véritable départ de cette affaire, c'est le président de la République qui l'a donné. En 1990, au mois de mai, alors qu'il se trouvait à Moulins pour le bicentenaire de la départementalisation. Il a dit qu'il faut un statut pour les élus locaux. Madame Cresson, dans son discours inaugural, dans son discours programme de politique générale, a dit qu'il faut le statut d'élu. Et moi, je considérais que cette année, je ne pouvais pas aller devant le congrès, notamment l'Association des maires de France, sans statut. Ce statut est là, avec, c'est vrai, sa rigueur, avec sa moralisation, mais en même temps, il y a la formation et il y a aussi un effort, surtout pour les maires des petites communes. Parlons encore plus précisément, Monsieur Marchand, est-ce que ce statut va mettre les élus à l'abri de la tentation? On a parlé souvent des fausses factures, quand on va passer des contrats mérifiques avec des entreprises privées. Vous savez que je ne suis pas là pour faire de la théologie, même si je suis ministre chargé des cultes. La tentation n'a jamais été un péché. Ce qui est grave, c'est de succomber à la tentation. Oui, et des hommes politiques l'ont fait. Je considère que lorsqu'on fixe, par exemple, le cumul des indemnités à 1 fois et demie l'indemnité parlementaire, votre reportage encore le disait, 42 000 francs par mois, on donne quand même aux élus qui ont des suggestions, qui travaillent beaucoup, la possibilité de vivre. Merci Monsieur Marchand. Cette polémique sur l'argent et la politique est née de l'existence, nous venons d'en parler, des fausses factures, mais un autre aspect apparaît, l'argent étranger. Aspect révélé par un confrère soviétique qui a fait état récemment de la manne octroyée par Moscou au Parti communiste français. Le Parti communiste a bien démenti, mais l'opposition n'entend pas enterrer l'affaire, loin de là. Ces révélations ont provoqué de sérieux remous à la commission d'enquête parlementaire sur le financement des partis. Robert Pandreau, RPR, menace même de démissionner et demande l'audition de ce journaliste qui a fait ces révélations. Véronique Gorel, Hervé Gutmann. L'opposition ne préjuge de rien, mais elle veut quand même savoir si le Parti communiste français recevait bien de l'argent de Moscou, et de réclamer que la commission chargée de faire la lumière sur le financement des partis soit immédiatement saisie de ce dossier. J'ai demandé à la commission, dont le bureau doit se réunir en début de semaine prochaine, de faire venir ce journaliste pour qu'il nous indique sa vérité. Ensuite, bien entendu, les droits seraient à la défense. Nous entendrions à nouveau les responsables financiers du Parti communiste pour que, dans toute la mesure du possible, la vérité se dégage. Officiellement, pas d'affolement au Parti communiste français. On continue de répondre que Moscou n'a jamais financé la place du colonel Fabien. Pour preuve, on renvoie à la lecture de l'Humanité où les comptes sont publiés. Quant au trésorier du parti, il se dit prêt à retourner devant la commission d'enquête parlementaire et invite ses censeurs à balayer devant leurs portes. Monsieur Pandreau s'agite beaucoup, c'est son affaire. Lors de cette commission parlementaire d'enquête, j'ai évoqué quelques préoccupations que j'ai sur d'autres comptes de l'élection présidentielle. Peut-être faudrait-il qu'il regarde dans cette direction. On ne saura que la semaine prochaine si le bureau de la commission d'enquête parlementaire répond à la demande de l'opposition. Dès à présent, Robert Pandreau annonce qu'il démissionnera si elle n'ouvre pas une enquête approfondie. Et la culture à son tour fait l'objet d'une querelle. Elle porte sur ce qu'on appelle la très grande bibliothèque. Même les intellectuels s'en mêlent.
Face à face, les adeptes de ce bâtiment très moderniste et les opposants de plus en plus nombreux. 400 universitaires ou écrivains qui estiment que ce mode de stockage va mettre en danger les livres de la très grande bibliothèque. Querelle ou vrai débat autour d'un projet de plus de 7 milliards de francs. Enquête Laurence Mobilier et Dominique Duchâteau. Depuis lundi, le chantier est à nouveau arrêté. La présence de 100 logements, quai de Tolbiac à Paris, empêche la poursuite des travaux. Un obstacle de plus à la réalisation de la Bibliothèque de France, l'œuvre de l'architecte Dominique Perrault, un projet audacieux, cible de nombreuses attaques. Je trouve qu'il est dommage d'être obligé de mettre tous ces livres dans des tours, dans les hauts étages des tours, et j'ai expliqué dans ma lettre au président tous les désavantages que comportait ce genre de stockage de livres. Ces tours de verre, hautes de 96 mètres, sont bien au cœur de la polémique. Ces tours où seront entreposés les livres. Les opposants estiment que ce choix de stockage met en péril la conservation des ouvrages. Et ils soulignent que dans le monde entier, cette idée n'a jamais été retenue. On est capable de faire techniquement ces magasins avec la même protection, qu'ils soient ici sur ce chantier-là, on le voit très bien, une quinzaine de mètres en dessous du sol, que 40 mètres en hauteur dans les tours. Donc pour nous, il n'y a aucun problème technique. Mais Dominique Perrault a bien du mal à convaincre. Et la pétition qui dénonce ce choix architectural a déjà réuni plus de 400 signatures, certaines très prestigieuses. Je suis très surpris de voir que, pour des raisons qui échappent, des littéraires, des historiens, des gens extrêmement cultivés et extrêmement éminents se mêlent de conditionnement d'air, il y a quelque chose qui cloche. Les contestataires réclament l'arbitrage de François Mitterrand. Alors, le président saura-t-il apaiser des polémiques de plus en plus vives concernant un projet ambitieux qui, rappelons-le, est le sien? Et le maire de Paris, Jacques Chirac, a demandé cet après-midi à François Mitterrand une interruption des travaux de 2 à 3 mois et la création d'une commission de réflexion. Réponse du chef de l'État, le projet n'a pas à être remis en cause. À l'étranger, c'est encore la Yougoslavie qui retient l'attention. Un cessez-le-feu a été conclu, mais il reste fragile. Reste que pour la première fois depuis longtemps, de vrais signes de détente sont visibles. Les Croates devraient lever par endroits leur blocus sur les casernes de l'armée fédérale. Ils l'ont annoncé. L'armée qui elle-même resterait en retrait. Morad Aïtabouch. Instant de répit sur la plage de Dubrovnik, sur la côte adriatique. Un calme précaire, les habitants plus que jamais prudents en profitent pour faire des provisions d'eau. Visite guidée dans la ville, les dégâts sont considérables. Ici, le cessez-le-feu semble respecté. Les bruits de bottes se sont dissipés, les armes se sont tues. Il est vrai que pour la première fois, ce sont des militaires qui ont signé l'accord à Zagreb. Andrija Razeta, commandant adjoint de l'armée yougoslave, et Imre Agotic, chef des forces croates. Accord sous l'œil vigilant de Dirk van Houten, chef de la mission envoyée par la CEE. 11 heures de négociations achevées sur une note d'espoir. Et depuis cette signature, aucune alerte n'a eu lieu dans Zagreb. Ce soir, dans la capitale croate, indépendante, la vie reprend son cours doucement. Même si le président du Parlement de Zagreb parle déjà d'échec, les observateurs européens ont commencé cet après-midi leur travail. Première mission, dans les casernes fédérales contrôlées par les forces croates, vérifier la levée du blocus. Même mission dans les ports croates de l'Adriatique, cette fois-ci aux mains de l'armée fédérale, donnant-donnant. Date butoir pour ces retraits simultanés, samedi prochain. D'ici là, chaque jour, les deux belligérants se retrouveront autour d'une table de négociation, à moins que pour la 8e fois, le cessez-le-feu, toujours fragile, ne soit violé pour de bon. Cette fois, c'est une certitude, Saddam Hussein n'avait pas seulement l'intention de fabriquer la bombe atomique, il avait la possibilité de le faire. Et il ne s'agissait pas d'un simple bricolage, il s'apprêtait à mettre au point l'arme la plus terrifiante qu'on connaisse, la bombe H. Et aujourd'hui, les experts de l'ONU donnent des preuves écrites de ce projet. Dans les documents qu'ils ont saisis à Bagdad, il est clairement question d'un programme de production de lithium-6. Or, le lithium-6 ne sert que pour la fabrication de bombes thermonucléaires. Pierre Babet. Produire 100 kilos de lithium-6 par an pour les chefs des experts de l'ONU, le doute n'est plus permis, le programme de Bagdad était bien militaire. Plus grave peut-être encore, certains des fournisseurs occidentaux des Irakiens ne pouvaient pas ignorer la destination finale des équipements. Exemple, ces critrons, autrement dit, les capaciteurs qui déclenchent la réaction nucléaire. D'une technologie proche des flashs des photocopieuses, l'Irak avait appris à les fabriquer elle-même dans une usine
Assad 13. On suppose, parce que les preuves ne sont pas encore là, mais à mon avis ça va sortir dans les semaines à venir, on suppose que Saddam Hussein a pu les construire dans une usine fabriquée en Irak par des sociétés françaises et fournie, je veux dire, alimentée en matériaux premiers par les Français, des Américains et d'autres. La découverte aux États-Unis puis en Europe d'une véritable Iraqi Connection autour du programme nucléaire de Bagdad, cela avait fait un véritable scandale en mars 90. Ce scandale risque d'être encore plus grand lors de la révélation de toutes les applications occidentales, du temps où ces sociétés appelaient Saddam Hussein, Monsieur Escher, très cher client. Coupe du monde de rugby, les Français ont gagné contre les Fidjiens, vous le savez sans doute, mais vous n'avez peut-être pas vu les images. Ouais, avec des essais magnifiques, Jean-Baptiste Lafont, impérial. Les Français ont littéralement écrasé les Fidjiens. Rien à voir avec le France-Roumanie. Le jeu était à l'attaque. Regardez, Didier Saumon. Une confrontation qui allait débuter à l'avantage des Fidjiens dans les premières minutes de la rencontre, mais très vite, les tricolores vont reprendre l'initiative et se faire plaisir en déployant toutes leurs armes. La cavalerie légère se met en marche et Philippe Sella la concrétisation pour ce premier essai français. Sur ces phases de conquête, le pack tricolore progresse rapidement. Des Fidjiens pris véritablement à la gorge. Blanco et ses partenaires trouvent à nouveau le chemin de l'essai et Jean-Baptiste Lafont aplati. Le 15 de France domine avec des enchaînements rapides à tous les niveaux. Une organisation sans faille, toute l'équipe se fait plaisir et Jean-Baptiste Lafont inscrit son deuxième essai 19-3 à la mi-temps. En seconde période, les Français poursuivent leur offensive. Ils dynamisent le jeu et font vivre le ballon. Fabien Galtier joue parfaitement son rôle d'aiguilleur et Didier Cambera-Béraud inscrit un nouvel essai. Une équipe de France euphorique de bout en bout. L'effort conjugué des avants et des trois quarts aboutira au score de 33-9. Le 15 tricolore sur la bonne voie avant la rencontre face au Canada. Jean-Marie Balestre détrôné, il avait passé 13 ans à la tête de la Fédération internationale du sport automobile. Il est remplacé. 13 ans de règne sans partage et sans discussion. C'est justement l'une des raisons qui a motivé son remplacement. Le père fondateur de la FISA était très critiqué depuis longtemps. Il est aujourd'hui écarté. Didier Balestre. Les apparitions de Jean-Marie Balestre sur un podium de Formule 1 devraient être plus rares. Échec au roi, il a perdu. Les 72 délégations de la FISA présentes aujourd'hui à Paris ont élu, c'est une surprise, Max Mosley, le challenger. Anglais, 50 ans, ancien pilote, fondateur de l'écurie March, il a su séduire 49 pays. Plutôt une question de style. Moi je suis plutôt un homme de consensus et je veux dire peut-être un peu plus jeune, peut-être même un peu plus moderne. Il semblerait effectivement que le choix se soit fait contre le président sortant, sa gestion, 13 ans d'autoritarisme et d'intransigeance. Certes, M. Balestre demeure le grand patron de la Fédération internationale automobile. Mais derrière cette succession, Max Mosley possède la volonté de rééquilibrer le pouvoir des représentants, voire des constructeurs européens, en faveur des Asiatiques et Américains qui l'ont fait élire. Mauvais coup pour les écuries françaises, un trait semble définitivement tiré. Oui, c'est une page qui tourne. Fin de ce 19-20, Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h20. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.